Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse. Aujourd'hui, deuxième volet de notre nouveau format, le CQFR. Marquant ce que l'on a vu, ce que l'on a retenu. Voilà, c'est un papier qu'on met sur Basket Session, mais qu'on propose aussi maintenant en format vidéo. Donc n'hésitez pas à checker tous les matins. Et je suis rejoint par Shai, le Shai le plus brillant du milieu de basket. Shai, mon ami. Après cette nuit, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça, mais Si, t'es merci. encore premier. Ça se joue à pas grand-chose, mais dans le Ouais. ranking, t'es encore premier. Shai, je vais te lancer tout de suite sur la star de la soirée, justement parce qu'on en parle. Et je pense évidemment à la fille de Demar DeRozan. Et franchement, j'ai encore mal aux oreilles de ces cris sur les lancers. C'était un peu un film d'horreur, le truc, quand même. Pardon, en fait, j'y pense, je vais quand même vous donner. Il y a eu 2 matchs cette nuit. Je vais commencer par le plus important, quand même, les scores. Il y a eu donc 2 matchs. Les Bulls ont battu les Raptors à Toronto, 109-105, victoire à l'extérieur. Première équipe qui, dixième de conférence, a gagné son match de play-in. Et le Thunder, dans la foulée, autre dixième, a battu les Pélicans 123-118. Donc oui, j'ai rigolé sur la feat des Demar DeRozan parce que ça a été un des moments marquants de la soirée. Tout s'écrit sur les lancers. Il y a eu énormément de ratés lancés par les Raptors, 18 sur 36. Un des faits marquants du match. Qu'est-ce qui t'inspire ce match entre Chicago et Toronto? Honnêtement, devant, je pensais que notre pronostic d'avant-match allait se confirmer, c'est-à-dire qu'on voyait plutôt les Raptors l'emporter. Ils ont plutôt bien commencé. Et ce que je retiens, c'est qu'après, Chicago a fait ce que les équipes comme les Bulls doivent faire dans ces situations-là, c'est s'en référer aux individualités. Zach LaVine est monté ultra en pression, s'est mis à rentrer tous ses shoots. Après, l'impact des cris de la vie de DeRozan, on en plaisante, mais je suis curieux de voir ce que vont dire les Raptors à ce sujet, parce qu'ils perdent de 4 points, ils ratent une tonne de lancers, et honnêtement, les cris, moi, à leur place, c'était quand même ultra strident, on les entendait depuis derrière l'écran. Donc, sur le coup, c'est marrant, si tu es fan des Bulls, tu te dis, ah, c'est cool, c'est la real MVP, t'en plaisantes, mais je pense que si tu es pour les Raptors, c'est compliqué, quoi. Mais ce que je retiens, c'est que les Bulls ont su surtout renverser le match dans le 4e quart-temps, où les Raptors ont complètement arrêté de jouer et ont montré tous les problèmes qu'ils avaient dans la saison. Tous ces problèmes-là se sont confirmés dans ce 4e quart-temps, où ils ont pris 37 points, où ils n'arrivaient plus à mettre dedans, et où à côté, Chicago, confiance irrationnelle de LaVine, plus les lancers. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens de ce match-là. Ouais, pour les lancers, donc du coup, je disais, c'est 18 sur 36, donc il rate 18 lancers, 18 énorme. points faciles facile entre guillemets, sur une défaite aussi courte, c'est terrible. Siakam en rate 6, Anunoby en rate 5, Barnes en rate 3, donc Siakam fait 5 sur 11, Anunoby 3 sur 8, Barnes 4 sur 7, Fred VanVleet 3 sur 6. Et c'est marrant parce qu'en fait, se planter comme ça, s'auto-saborder, pour moi, ça illustre parfaitement cette saison des Raptors, quoi, au final. Saison terne, irrégulière. Je trouve qu'ils ont plutôt bien joué hier, mais voilà, ils se tuent eux-mêmes. Ils avaient 19 points d'avance. Il y avait 66-47 dans le 3e quart-temps. Et après, Zach LaVine. Mais c'est-à-dire qu'ils perdent le match en ayant 14 lancers de plus, ouais, et en ayant pris que 7 paniers à 3 points dans tout le match. Dans la NBA d'aujourd'hui, c'est quand même. Je pense que tu es content. Tu penses que tu peux vivre avec 7 paniers encaissés. Les Bulls ont shooté à 7 sur 26. Mais effectivement, LaVine, lui, il a réussi à aller sur la ligne et il a été déconcentré par rien du tout. Il finit à 39 points, c'est quand même 39 points à 12 sur 22. Dont 30 après la pause. Dont 30 après la pause. Voilà. La deuxième mi-temps a été vraiment. Moi, j'avoue qu'à la mi-temps, j'ai fait un petit somme et que je me suis dit, bon, on va regarder, mais à mon avis, les Raptors vont quand même gérer la suite du match. Et au final, c'est quand même une déception pour eux. Je ne vais pas dire que les Bulls m'ont ultra enthousiasmé. Je l'avais dit hier dans la session, c'était pas le match qui m'excitait le plus. Et finalement, on l'avait dit qu'il fallait qu'il y ait une perf individuelle énorme comme celle de LaVine. On attendait peut-être plus de DeRozan pour le fait que ça se joue à Toronto. Mais au final, ça a été LaVine. Et quand il est dans cette disposition-là, il est vraiment très, très, très dur à arrêter. Et pour la suite, est-ce que tu arrives à imaginer Chicago reproduire un peu un exploit de la sorte? Alors, un exploit, c'est pas forcément un exploit de sortir les Raptors, mais
comme tu le soulignes, on misait vachement sur une perf individuelle. Là, ça a été Lavine qui s'est surpassé 17 points dans le troisième quart-temps pour notamment ramener Chicago à hauteur et ensuite 13 dans le quatrième pour repasser devant. Est-ce que tu penses que est-ce que Lavine a encore ça dans ses jambes? Est-ce que contre Miami, tu arrives à imaginer un même scénario? Sur un match, franchement, ouais, hein, c'est ça le truc. C'est que en plus Chicago a toujours tapé Miami cette saison. Je crois qu'ils les ont joués 3 fois, ils ont gagné les 3 fois. Miami est un peu dans le trou avec le match qu'ils ont sorti, le match horrible contre Atlanta, plus la saison. Moi, je maintiens toujours que je pense que Miami est plus sûr parce que je vois bien Butler prendre les choses en main et Spoelstra régler la mire, mais est-ce que c'est possible? Complètement. Après, est-ce qu'au-delà, je les imagine faire un truc? Non, sur une série, c'est vraiment ce format-là qui est particulier et qui permet à des joueurs comme Lavine ou DeRozan de faire gagner des matchs ponctuellement comme ça, comme en saison régulière. Mais sur un format de série, je les vois pas faire quoi que ce soit. Mais contre ce hit-là, ouais, c'est tout à fait possible. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Moi, je serais, tu vois, c'est important, tu notes la stat en saison régulière, donc Chicago a battu Miami à chaque fois. Je pense que c'est limite le piège, en fait. J'ai mise sur la préparation du hit, même express, même rapide, attends, mais ils nous ont eu comme ça, bah, nous, on va s'adapter. Est-ce que Billy Donovan, il va s'adapter? Je vois déjà une espèce de mini-guerre stratégique, comme si tu préparais un game 1. Ouais. Et là-dessus, je suis prêt à miser sur le hit et sur Miami qui passe. Peut-être juste un mot avant de passer à l'autre match qui, pour le coup, je pense était très, très intéressant. Ouais. Toronto, fin de cycle. Moi, je t'avoue que là, cette saison, ça sent un peu le soufre. Nick Nurse, il est dans les rumeurs. Il y a eu pas mal de rumeurs. Il y a des free agents. J'ai l'impression qu'on est prêt pour partir sur quelque chose d'autre. Je pense que c'était le dernier match de Nick Nurse comme head coach des Raptors. Parce que là, qu'il y ait des rumeurs comme ça en fin de saison, à ce moment-là de la saison, sur la suite, alors qu'ils n'étaient pas éliminés ou quoi que ce soit, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'il ne sera plus le coach des Raptors l'année prochaine. Et quand tu regardes, la situation de Van Vliet n'est pas réglée. Siakam, c'est toujours un trade asset énorme. On va se demander finalement, est-ce qu'ils auront bien fait de ne pas bouger avant pour sauver les meubles cette saison, ou est-ce que ils ont bien fait et que la reconstruction sera plus facile après? Je ne sais pas, mais c'est un peu morose, ouais. Je ne veux pas tomber sur certains joueurs des Raptors, surtout que c'est un match, c'est une saison, il y a des saisons ratées. Mais là, je repense au jour où ils demandaient 3 ou 4 pics pour OG Anunoby, quoi. Les mecs ont surestimé, surévalué leurs joueurs. OG Anunoby, hier, il est dans le dur. Gary Trent Jr., il est invisible. Alors, Van Fleet, il fait un très bon début de match. Derrière, ça manque d'adresse. Il mettait plus rien après. Siakam est, je pense, de loin le meilleur joueur de cette équipe, mais est-ce qu'ils vont vraiment le garder s'ils entament une reconstruction? Je pense que les Raptors ont peut-être raté un shot d'aller chercher soit un beau package, soit une star, soit un gros package de picks, parce que là, si Anunoby veulent le trader, je pense que c'est impossible d'aller chercher 3 picks, quoi. Ouais, moi, je maintiens que je m'attendais à ce qu'ils bougent à la trade deadline et qu'ils auraient dû le faire. Alors après, pas pour faire un move bizarre comme les Mavs, mais quelque chose de plus cohérent, ça m'aurait paru peut-être plus. Surtout là, avec la façon dont ça s'est déroulé dans le play-in, je pense que ça aurait été plus judicieux. Mais bon, on verra. Ça reste Masai Ujiri, le GM. On va pas les enterrer. Il est inventif, il est audacieux. À mon avis, où il va se passer beaucoup de choses à Toronto cet été. Allez, je passe sur le deuxième match qui, pour le coup, franchement, a été un petit régal. Ouais. Le Thunder qui allait gagner à New Orleans contre les Pélicans, 123-118. Quelle est la première chose que tu retiens de ce match et de cet upset au final? Même si on s'attendait à un match serré, ça reste quand même un upset. Je m'en veux presque ne pas avoir cru au KC à ce moment-là de la saison, alors que toute la saison, j'ai pas arrêté de dire qu'ils étaient cool à avoir joué, que Shai Gilgeous-Alexander était incroyable. Et je sais pas pourquoi sur la fin de saison, là, avec les Pelicans qui étaient bien, Ingram qui était super fort sur la fin de saison, je me suis dit que la logique serait peut-être respectée, même sans Zion. Et au final, ils ont joué. Le Thunder a fait un match comme ils savent faire. On attendait Lugensdort juste dans un rôle défensif. Il claque 27 points, juste histoire de dire les gars, je suis pas juste un stopper, je suis aussi un très bon attaquant. Je me demandais ce que Josh Giddey donnerait dans un match comme ça, et il fait quasi triple-double, et aucun stress, aucun complexe. Et puis, Shai Gilgeous-Alexander, ce que je disais dans le CQFR écrit ce matin, il y a 3 choses certaines dans ce bas monde, c'est les impôts, la mort et la clutch attitude de Shai Gilgeous-Alexander. Et le gars, il a un sang-froid terrifiant dans les fins de match. Là, il a entre son petit shoot pour passer devant, plus les 4 lancers qui réussit sans trembler une seule seconde, il est
il est incroyable. Je pense même pas qu'on ait vu encore le max de ce qu'il peut faire dans ces playoffs. Je parierais même pas contre le Thunder au prochain tour, honnêtement. Il finit à 32 points, Ouais. 5 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. Et le plus intéressant, je trouve, c'est. Alors, plus 15 de différentiel, pas mal pour un match serré, sachant qu'il joue 41 minutes. Donc, vraiment, le Thunder a pris l'eau quand il est sorti. Mais le plus fou, c'est son adresse, en fait. 11 sur 22 au tir, donc 50%. 2 sur 5 à 3 points, 40%. 8 sur 8 au lancer, 100%. Le gars, c'est un monstre d'efficacité, quelle que soit la situation. Il y a une action à la fin, moi, qui m'a marqué, c'est celle où il défend très fort sur Ingram, je crois. Ouais. C'est sur Ingram, sur un drive d'Ingram. Il repart tout de suite en contre-attaque, il va finir au lay-up. Il a mis de la dynamique. Il est très fort défensivement, il est très fort offensivement. On a vraiment de la superstar en puissance. Mais c'est et ça il s'est comporté comme tel. C'est ça le truc, c'est que là, on parle de son attaque parce que le gars a d'une efficacité terrifiante, mais défensivement, on n'a même pas encore, je pense, gratté la surface de ce qu'il peut faire. C'est complètement un two-way player et il peut augmenter son niveau de ce côté-là. On le voit ponctuellement comme ça. Là, il a moins besoin parce qu'il a quand même une équipe qui est relativement compétente. Un mec comme Dort à côté, mais même les autres autour, les Williams, c'est très correct en défense. Il n'a pas encore besoin d'être un stopper et il a juste à être le chef de l'attaque à côté. Il est incroyable. Enfin, moi, c'est vraiment, c'est même l'impression visuelle. Il est calme, il est fluide physiquement. Ouais. Tu sens dans tous ses gestes qu'il n'y a rien de forcé. Il est de plus en plus impressionnant, quoi. Ouais, il y a ce shoot auquel je faisais allusion tout à l'heure, où il est sur le côté. Tu as l'impression qu'il est en difficulté, qu'il y a faute, pas faute, et il arrive, il s'élève et bam, ça rentre. C'est ça, plus les 4 lancers qu'il met derrière, je trouve que ça résume parfaitement le joueur et le sang-froid de ce joueur-là. Il y a un truc qui m'a impressionné justement sur le Thunder. D'ailleurs, j'en profite dans le late session d'hier. N'hésitez pas à aller regarder le replay sur notre chaîne Twitch. Benjamin misait sur le Thunder, Benjamin Moubèche, membre de la rédaction, affilié à la rédaction. Donc, j'en profite pour le féliciter d'avoir vu ça venir. Et moi, ce que je mettais en avant, notamment, c'était le fait que peut-être la jeunesse du Thunder pouvait être un avantage, mais aussi un désavantage, notamment si ça commençait à être serré. Et ce qui m'a impressionné hier, c'est que donc ils se font rejoindre par les Pélicans. Ils avaient 9 points d'avance à l'entame du 4e quart-temps. Les Pélicans reviennent au score, repassent devant avec des paniers super clutch d'Ingram à mi-distance. Ils mettent 2 tirs de suite. Et à ce moment-là, tu vois, j'étais un peu en train de me dire, il faut la dynamique change, quoi. Le momentum change. C'est pas facile dans ces moments de garder le calme dont tu parlais. Et non, il est quand même allé mettre ce game winner. Ils n'ont pas lâché, alors que 2 fois, les Pélicans, Ingram, il met des tirs difficiles avec des grosses défenses où tu peux te dire, c'est démoralisant. Et non, ça continue. Il va aller chercher. Et je vais en profiter, tu as beaucoup parlé de Dort. Je suis obligé de te lancer sur Dort. Dort, 13 points de moyenne. Là, il en met 14 dans le premier quart-temps, pendant que SGA est justement discret. 27 points au total, c'est son meilleur match offensif de la saison. Lou Dort. Il est énorme. Je sais que c'est un joueur que tu adores en plus. Le Québécois, bien sûr. Mais de toute façon, à partir du moment où tu as un mec comme Luka Doncic qui te dit c'est un cauchemar en défense, c'est le mec contre lequel j'aime le moins jouer quasiment dans la ligue, et qu'à côté, il est capable de montrer qu'il n'est pas unidimensionnel. Et si en NBA aujourd'hui, le fameux 3&D que tout le monde recherche, lui, il est capable de. Là, il shoot à 50% à 3 points ce soir, et il est capable de faire d'autres choses aussi en attaque. C'est un tank. Et. Il est incroyable, quoi. Franchement, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire qu'OKC, c'est l'avenir, même à court terme, parce qu'il n'y a pas que chez Gilgeous-Alexander, il y a les joueurs autour qui ont été très bons ce soir, qu'on a vu, Guidi et donc Dort. Quand tu as un stopper comme ça, qui est capable en plus de faire d'autres choses, tu peux voyager tranquillement, quoi. Et il faut aussi dire que les autres ont été bons, même ceux qui ont été moins en vue. On attendait un peu Jalen Williams, qui a été énorme dans la saison en tant que rookie. L'autre, Jalen Williams, a plutôt bien tenu le choc, je trouve. Honnêtement. 8 points, 8 rebonds, 8 passes. Ouais, voilà, donc c'était pas si évident que ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il souffre énormément à l'intérieur, le Thunder, Valanciunas, qui prend 18 rebonds, fait 16 points, 18 rebonds, mais il s'est quand même moins promené, il a eu moins d'impact que ce que je pensais. Il a pu prendre que 9 tirs et ils l'ont pas assez utilisé. Il s'est blessé un petit peu. Ça a été d'ailleurs peut-être en partie un espèce de tournant du match, parce que il sort dans les 5 dernières minutes en se faisant mal au pied, je crois.
Ouais. Et il revient que dans la dernière minute. C'est vrai que sa présence aurait pu aider, notamment quand il y a eu des tirs manqués. Il dominait quand même au rebond. C'est tout plein de rebonds offensifs potentiels. Quand il n'est pas là pour les prendre, c'est autre chose. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a eu un vrai. La défense du Thunder est incroyable. L'intensité physique qu'ils sont capables de mettre. C'est la deuxième équipe la plus jeune de la ligue, Oklahoma City. Et il peut y avoir un peu cette folie, mais il y a quand même plus de rigueur. C'est marrant, j'ai trouvé plus de rigueur chez le Thunder que chez les Timberwolves ou même les Lakers sur le match de la veille. Alors évidemment, c'est pas tout à fait pareil vu qu'ils jouaient pas le même adversaire, mais ça m'a marqué cette rigueur défensive. Non, c'est ça, c'est une équipe qui est égale elle est égale à elle-même depuis le début de la saison quasiment en fait. Quand toute l'équipe est là, ils ont une façon bien précise de jouer. Il y a pas, tu vois, c'est à l'image de Shai en fait. C'est ouais, exactement. C'est pour ça que le mec il est ultra efficace. Il a du sang-froid. C'est pas un mec qui est dans l'émotion démesurée. Ils sont à l'image de leur franchise player finalement, tu vois. Je vais donner les stats de Giddey. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Giddey, mais il a vraiment été très bon en début de partie, notamment pour porter le Thunder offensivement avec Dort pendant que Shai Gilgeous-Alexander était un peu en retrait. 31 points, 9 rebonds, 10 passes. Énorme match de Giddey. Se révèle dans ces moments-là, c'est fort. Et là, on parle des gens qui ont été bons. Moi, j'ai quand même été déçu. C'est pour ça aussi que j'avais misé sur les Pelicans à la base. C'est que je m'étais dit, il y a Brandon Ingram qui marche sur l'eau depuis quelques semaines. Et surtout, même si lui est peut-être dans un moins bon soir, ils ont pris CJ McCollum pour ces matchs-là, pour moi, à la base. Il a l'expérience, il a joué des gros matchs, il est allé loin avec Portland. 14 points à 5 sur 15, c'est pas possible. Il n'a pas pesé comme il aurait dû peser. En défense, on sait qu'il apporte pas, c'est pas un très bon défenseur. Il est ciblé une fois sur deux. Et derrière, 5 sur 15, alors que c'est un match où il doit briller, au final, il met moins de points que Herb Jones. Jones, que Trey Murphy. C'est des jeunes joueurs qui sont très bons, mais McCollum, dans ce match-là, il doit être, pour moi, il doit être au moins à 25 points. Les points ne font pas tout, mais il doit faire plus que ça. Et là, la saison, elle se finit là-dessus et c'est compliqué, quoi. Ouais, j'ai trouvé aussi qu'en plus, à la fin, je l'ai trouvé pas inexistant, mais très limité. On sentait que les Pélicans n'avaient à chaque fois quasiment qu'une solution, c'était de passer la balle à Ingram, et le Thunder le voyait venir à 10 km. Et la deuxième option, c'était éventuellement McCollum, mais il n'arrivait pas à se défaire du marquage. Je suis d'accord que c'est Ingram, c'est dur de lui reprocher quoi que ce soit. Sur la fin de match, il a été fort et il les fait revenir à un point sur un shoot dans le money time. Tu te dis que il est présent, mais c'est le reste là. Là, pour le coup, l'absence d'une option comme Zion et le fait que McCollum passe à côté, c'est les vacances. Yes, en tout cas, écoutez, de toute façon, c'est resté quand même, c'était une soirée assez plaisir. Je vous avoue qu'on a bien aimé. Le format play-in, encore une fois, confirme tout son potentiel avec des matchs très intéressants. Dans la nuit de vendredi à samedi, on aura Chicago contre Miami, à Miami, et on aura donc le match entre Oklahoma City et Minnesota, à Minnesota. Et nous, pour le coup, on se fera un débrief complet du week-end après les premiers matchs de play-off. Donc voilà, tous les lundis, parce que je vous explique, ce nouveau format, il va donc être quotidien en semaine, du lundi au vendredi. Et le lundi, on se fera des gros débriefs du week-end avec peut-être un format un poil plus long pour parler un peu de tout ce qui s'est passé. Donc restez branchés. N'hésitez pas aussi à checker la chaîne Twitch de Basket Session Reverse, et évidemment d'aller sur Basket Session. Vous retrouverez plus d'infos, plus d'analyses. Voilà. Donc, salut à tous les gars et à une prochaine. Ciao.